Nous sommes samedi 27 mai 2023 et on va regarder un petit peu comment ça se passe dans le grand jardin pour ce début de saison. Donc ici ce sera la zone des courges, donc toujours c'est bâché hein, pour simplifier la culture, ça chauffe le sol, ça maintient l'humidité, les courges adorent ça et à la fin on a des fruits propres. Donc on voit ici 4 pieds de butternut. Sachant que pour cette surface-là, j'en éliminerai peut-être un ou deux. En fait, 2 pieds suffisent largement à couvrir les 2 bâches-là. Et ici, on a 2 courges. Alors, je n'ai pas le nom de ces courges-là. Ce sont des courges que les voisins ont fait l'année dernière, qui étaient intéressantes. C'est de la grosse courge blanche. Donc on lui donne une chance cette année à celle-ci, voir comment ça se déroule. Et pareil, 2 pieds suffiront largement à couvrir cette bâche-là et la moitié de cette bâche-là. Ces courges-là, elles ont été plantées avant-hier. Et on va peut-être leur donner 2-3 coups d'arrosoir là en début de culture pour les booster un petit peu et après c'est terminé, on n'arrose plus, elles se débrouillent avec l'humidité qui est donc maintenue sous la bâche. Ici on a les pommes de terre, donc elles ont été butées là hier. Alors on a donc de la Charpot Una et c'est la seule variété Charpot qu'on fait cette année parce que Charpot Mira et Charpot Axona sont trop tardives en fait, vraiment trop tardives. L'année dernière elles étaient en bas là-bas, plus l'année un petit peu particulière, on a eu un arrêt de végétation pendant l'été et à l'automne on a eu comme un deuxième printemps et en fait Charpot Mira et Charpot Axona ont refait énormément de feuillage et on les a récoltés début novembre, au moment où les feuillages sont morts on va dire naturellement et donc ça repousse beaucoup trop la récolte. Ce qu'on veut faire nous c'est récolter tout en même temps, ce qui permet de dégager en fait la surface en même temps et ce qui permet derrière de tout de suite implanter un couvert ou une autre culture, voilà, d'avoir quelque chose qui se fait facilement et ne pas avoir 2-3 rangs de patates qui restent en place 1 ou 2 mois de plus. Ça, c'est pas très intéressant pour une belle rotation en fait. Hein. C'est pour faciliter les rotations. Et Charpot Una, en fait, elle se récolte en même temps que Désirée, Charlotte, Juliette, etc. Elle a un cycle beaucoup plus court, tout en ayant une bonne résistance quand même au mildiou et notamment au mildiou du tubercule. Parce que la Charpot Mira, qui en effet fait de très grandes plantes qui ne sont jamais atteintes par le mildiou au niveau du feuillage, eh bien, au moment de la récolte, on se rend compte quand même qu'on a un petit peu de perte et qu'on a du mildiou du tubercule. Alors, les quantités produites sont tellement importantes sur les charpots que même si on élimine un tiers des tubercules pourris par le mildiou, on a toujours une récolte plus importante que sur des variétés comme Désirée par exemple. Mais avec Charpot Una, en fait, on a des pommes de terre qui sont très saines. On n'a quasiment pas de tubercules atteints par le mildiou. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du feuillage, il semblerait qu'elle soit un petit peu plus sensible au mildiou que Charpot Mira par exemple. Mais voilà, on s'y retrouve quand même. Hein, du coup, elle fait un petit peu moins de patates que Charpot Mira, mais on n'a pas de déchets. Donc elle est quand même intéressante. Et comme je vous dis, elle se récolte en même temps que les autres. Et donc, ça va faciliter le travail. Donc là, je précise qu'elles ont eu un sarclage lorsqu'elles étaient grandes comme ça, et un butage là hier. Et elles auront peut-être encore un tout petit butage juste avant que le feuillage ne recouvre complètement la surface et ne referme les rangs. Voilà, puisqu'on aura une petite levée de mauvaises herbes entre maintenant et la fermeture complète de la parcelle. Donc on mettrait un tout petit coup pour remonter un petit peu la terre, mais globalement là les buttes sont formées, ce sera principalement pour désherber qu'on fera encore une intervention. Alors on peut parler là-bas des rangs de betteraves fourragères. Donc on a 6 rangs de betteraves fourragères qu'il va falloir éclaircir. Alors ici c'est un petit peu particulier, on voit d'ailleurs qu'on a de la repousse de tournesol dans les betteraves. En fait, ici on voit d'ailleurs un rang de tournesol et tout ce qui est à gauche là, ça a été semé en tournesol avec une autre variété là sur les 10 mètres suivants et une troisième variété sur la majorité de la parcelle. Mais on a eu un printemps très particulier.
en fait, juste après les semis, on a eu une grosse baisse des températures avec de l'eau en fait. Alors pas tellement en quantité, pas ici dans la région en tout cas, mais c'était, voilà, on a eu comme un automne en fait, hein. Il faisait vraiment frais, humide, et ça a favorisé les limaces en fait, énormément. Et donc on a eu des gros problèmes déjà d'attaque de limaces sur les tournesols, et également ce froid en fait a fait pourrir énormément de semences en terre. Hein. Donc c'est de la semence que je fais moi-même, hein. C'est pas de la semence traitée avec des antifongiques, des choses comme ça. Et en fait, vraiment ce froid, le tournesol, il n'aime vraiment pas ça au moment du semis. Et ça a fait pourrir énormément donc, de pieds, sauf sur cette variété-là. Hein. Donc ça, c'est une variété relativement précoce qu'on a mis à l'essai et qui justement s'en est très bien sortie. Et en plus, comme elle a bien poussé, et comme elle n'a pas stagné, en fait, elle a évité aussi les limaces. Hein. Plus une plante va pousser vite, plus elle va quitter le stade où elle est sensible aux limaces, hein, c'est-à-dire le premier stade, hein, juste après la germination. Donc on a conservé ce tournesol-là, mais j'ai décidé de détruire en fait tout le reste. Hein. On avait vraiment très peu de tournesol. Donc j'ai détruit, la densité était vraiment pas belle. Ça n'aurait pas suffisamment couvert le sol pour cet été, et je n'aime pas voir le sol non couvert. Et puis ça aurait rien produit de toute façon. Donc voilà, j'ai remis de la betterave fourragère qu'il va falloir éclaircir. Et donc là, ça se passe très bien. Alors ici, au niveau du maïs, alors cette année, on a fait la variété que je vous avais montrée dans une vidéo l'année dernière, la variété plutôt petite et très précoce du sud-ouest de la France. Donc là, en fait, j'ai mis l'intégralité de la semence que j'ai pu produire sur mon tout petit carré que j'avais dans le potager l'année dernière. Et donc déjà, je n'ai pas pu vraiment sursemer. Hein. Je vous avais dit que quand on utilise de la semence de variété population, en plus qu'on utilise sa propre semence, hein, donc qui n'est pas traitée avec des risques que la semence pourrisse en terre, je n'ai pas pu sursemer. Et comme je n'ai pas sursemé, ben pareil, on a eu des dégâts alors qui ont été liés un petit peu aux limaces, qui ont été liés, surtout au fond là-bas, on va aller voir, aux oiseaux, aux pigeons qui nous tirent des pieds en fait. Et également la baisse des températures au moment de la levée en fait a fait pas mal de dégâts. Les maïs avaient beaucoup de mal à lever, on a eu beaucoup de grains pourris en terre. Et donc plus on va vers le fond là-bas, et justement vous voyez d'ailleurs à cette heure-là on voit encore de l'ombre dans le bas de la parcelle. Donc plus on va vers le bas, plus c'était froid et humide, et moins ça a bien levé. Voilà. Et en plus, les pigeons profitent encore une fois des grands arbres pour se percher, et puis ils viennent en bas de la parcelle et puis ils nous tirent des pieds. Donc la densité de semis est moins jolie en bas. On va aller voir ça. Mais mis à part ça, ça se passe bien, le maïs est beau. Voilà, c'est plutôt sympa. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette année, comme j'avais très peu d'épis pour faire ma semence, j'ai été obligé de sélectionner, enfin justement, je n'ai pas sélectionné la belle semence, j'ai pris tous les grains des épis, hein, puisque j'avais une dizaine de beaux épis. Donc je n'ai pas pris que les beaux grains sur le milieu de l'épi, comme je vous avais montré. J'ai tout pris, hein, les grains qui étaient à la pointe, les grains qui étaient à la base, etc. Et ça aussi, ça explique que beaucoup de grains qui ont été mis en terre n'ont pas vraiment levé. Hein. C'est-à-dire les tout petits grains qui sont à la pointe, eux n'avaient pas assez de réserve pour monter, surtout avec le temps froid qu'il a fait. Et puis éventuellement les très gros grains de la base de l'épi, eux, peut-être ont pourri en terre. Donc ça explique aussi que cette année, ça va être un petit peu particulier. On a pas mal de trous. Alors ça ne se voit pas ici en haut de la parcelle, on va aller voir en bas, on a beaucoup de trous. Et bon, c'est pas génial. Mais voilà, tout ça cumulé en fait, hein, le froid, la semence qui n'était pas de très bonne qualité, etc. Les oiseaux, et puis également une chose qui est un petit peu de ma faute, j'ai semé un tout petit peu trop profond, en tout cas par rapport aux conditions justement de froid et d'humidité. J'ai semé un poil trop profond, et justement les graines ont peiné, quoi. Elles ont vraiment eu du mal à sortir la tête de terre. Et ça a été également le cas pour les haricots, je les ai peut-être mis un tout petit peu trop profond, au regard, encore une fois, de la chaleur qu'il a fait au moment de la levée. Mais le problème, c'est qu'au moment où j'ai semé, la météo nous annonçait des températures à peu près normales. Et en fait, elle a un petit peu reviré la météo, enfin les prévisions, et il a fait plus froid que prévu. Donc on a pareil, on a pas mal de trous en fait dans les haricots. Là par exemple, donc sans compter les limaces également qui ont fait des dégâts.
Donc c'était un printemps un petit peu compliqué au moment de la levée. Là, c'est seulement à partir de là, dans 3-4 jours, qu'on va commencer à avoir des bonnes températures. Même jusqu'il y a aujourd'hui, en fait, on n'a pas vraiment de chaleur, hein, en tout cas par rapport aux autres années. Ça manque un petit peu de chaleur, mais bon, ça va venir. Et le problème, c'est que ces plantes, hein, donc maïs, haricots, tournesol, hein, ce sont des plantes qui ont besoin de beaucoup de chaleur pour germer. Et voilà, donc c'est tout, c'est comme ça. Cette année, ce sera un petit peu dégarni, on va dire, et on produira un petit peu moins. Alors les haricots, pareil, on a changé la semence. On est parti sur de la Mogette de Vendée l'année dernière. J'avais fait des essais, hein, j'avais mis de la Mogette de Vendée, du coco blanc, et puis le haricot qu'on faisait jusqu'ici, hein, le haricot borlotto italien. Et l'année dernière, la Mogette, en fait, en gros, elle a gagné un peu le concours. Elle a très bien réussi malgré le manque d'eau. Hein, surtout qu'elle n'avait même pas eu les asperceurs, la Mogette, donc elle a vraiment bien produit avec un gros manque d'eau. Et aussi, elle était très saine. C'est-à-dire qu'au moment de la récolte, les feuillages étaient vraiment sains, on n'avait pas de taches, la plante avait séché entièrement, mais sans maladie. L'écosse était vraiment belle, les grains, on a eu très peu de déchets. Et également, un truc que j'ai découvert, c'est que les grains tout blancs, en fait, par rapport aux grains colorés du borlotto, lorsqu'on fait le tri sur plateau, hein, puisque avant de consommer, on est obligé de faire un petit tri quand même pour éliminer les grains un peu pourris, il y en a toujours un petit peu, et bien lorsqu'on trie des variétés toutes blanches, eh bien ça va à peu près 2 à 3 fois plus vite en fait que d'essayer de chercher des taches sur des haricots borlotto. Donc ça également, ça a été une grande découverte. Et donc en fait, tout concorde pour que la Mogette devienne le haricot qu'on produise ici. Et puis bien sûr par rapport aux recettes qu'on avait l'habitude de faire avec le borlotto, ben, en fait ça se passe très bien, la Mogette est très bonne. Et donc pareil cette année, la semence de Mogette, eh bien c'était de la Mogette achetée au rayon légumes secs de l'hypermarché quoi. C'était de la Mogette de Vendée. Et pareil, hein, la Mogette qui est vendue pour manger, ce n'est pas de la semence sélectionnée comme moi j'aurais sélectionné ma semence, en essayant de calibrer, etc. En plus, j'ai l'impression que ce sont des haricots qui dataient de l'année 2021. Hein. On le voit un petit peu à la teinte de la Mogette qui commence à griser. En fait, plus un haricot a de l'âge, un haricot sec a de l'âge, plus le blanc devient gris en fait. Et donc cette année, on a aussi eu un problème de semences finalement sur la Mogette hein, qui a accentué tous les problèmes de limaces, de froid et de profondeur de semis. Et donc on va aller voir ça plus bas là-bas, mais on a également beaucoup de trous. Mais voilà, à partir de l'année prochaine, eh bien là, je vais pouvoir produire ma propre semence. Hein. Donc pour les mogettes, pour le maïs, etc. Je vais pouvoir l'année prochaine avoir des grosses quantités et sélectionner vraiment ma semence afin d'avoir des plants qui démarrent beaucoup plus vite hein, et qui quittent le stade sensible aux limaces. C'est vraiment très important. Les semences de qualité, ça fait la différence. Hein. Ça fait vraiment la différence. Donc faites vos semences. Voilà, si vous le pouvez, bien sûr, il faut avoir une certaine surface pour pouvoir le faire. Mais si vous faites vos semences et que vous faites bien vos semences, hein, il faut aussi bien faire les choses, que vous les sélectionnez correctement, tout de suite vous verrez la différence. Hein. Vous pouvez faire l'essai, essayer de refaire de la semence de haricots par exemple. Hein, vous laissez quelques haricots verts aller jusqu'à maturité, donc jusqu'à ce qu'ils soient secs. Vous récoltez ces semences-là. Et puis l'année suivante, vous faites une ligne avec vos semences, une ligne avec la semence achetée, et vous allez comprendre. Alors ici, on a 3 rangs d'échalotes. Donc ça, c'est de la semence qu'on produit nous-mêmes. Les oignons ici, ça, c'est de la semence achetée, donc c'est toujours la variété Sturon. Bon, donc là, on voit que ça se passe bien. Ici, on a une ligne d'oignons semences, donc ça, ce sont des oignons de l'année dernière. Et en fait, ce que j'essaye de faire, c'est un espèce de croisement. Donc on a 6 oignons variété un petit peu sucrée, hein, un petit peu comme l'oignon des Cévennes. Donc on a 6 oignons de l'année dernière qu'on a replantés. Donc c'est par exemple celui-ci là, il a un bambou, donc ça veut dire que ça c'est de l'oignon des Cévennes en gros. Et on a des oignons sturons entre ces oignons des Cévennes, de manière à avoir un bon croisement en fait, hein, puisque là après les butineurs vont venir et puis ils vont nous mélanger tout ça. Ils vont nous mettre du pollen de Sturon sur les oignons des Cévennes, par exemple. Et en fin de cycle, donc, lorsque les graines seront bonnes à récolter, je récolterai sur les oignons des Cévennes, pour être sûr d'avoir 50% de génétique au moins d'oignons des Cévennes. Et l'année prochaine, je ressèmerai cette semence-là.
Et alors j'aurai de l'oignon des Cévennes pur, hein, puisque certaines graines auront reçu du pollen d'oignon des Cévennes, mais certaines graines auront également reçu du pollen de Sturon. Et l'idée, c'est d'avoir un oignon peut-être un petit peu plus sucré, donc typé oignon des Cévennes, avec une conservation bien meilleure, parce que le problème de l'oignon des Cévennes, c'est qu'il commence à germer fin décembre en fait, hein. En gros, on en a jusqu'à Noël et après, ça commence à germer. Alors que le Sturon, on a même encore quelques oignons là à l'heure actuelle qui n'ont pas encore germé, mais globalement c'est la fin. Et donc l'idée c'est d'essayer de faire un oignon plus sucré mais avec une bonne garde. C'est pour s'amuser, hein, puisque encore une fois là ça va demander quelques années après pour restabiliser, hein, puisque là en fait ça va être un hybride, hein. C'est ce qu'on appellera un hybride. Donc l'année prochaine les semences que je sèmerai ce sera un hybride F1 qu'il faudra essayer de stabiliser. Bon, c'est pour s'amuser. Dans tous les cas, encore une fois, ça donnera des oignons consommables. Et voilà, ça vaut le coup comme ça d'essayer. Ici, on a de l'ail. Donc je ne vous en dis pas plus, hein, puisque je vous ai fait une vidéo qui arrivera là, fin du mois de juin, mois de juillet, sur la culture intégrale en fait, hein, de l'ail depuis la plantation jusqu'à la récolte. Et là, l'ail, il va commencer à attaquer la fin de son cycle, puisque ça c'est de l'ail qu'on récupère en général, enfin qu'on récolte à la mi-juin. Donc en gros, d'ici 15 jours, le feuillage sera tout sec et il sera bon à récolter. Donc ça s'est bien passé, hein, mais encore une fois, vous aurez une vidéo complète du début à la fin, donc vous pourrez voir ça. Ici, donc les tomates ont été mises il y a 3 jours. Bon, là pour l'instant, j'ai rien à dire, hein, donc on est en génération F4. Donc on va voir si les tomates sont ou non résistantes au mildiou. Et puis si jamais elles ne le sont pas, je vous avais dit que je repartirai de la génération F3 l'année prochaine. Donc on verra ça, hein. Pour l'instant on ne peut rien dire. Alors ici on a des blés anciens. On a différentes variétés. On a à peu près 8 variétés de blés anciens. Et ils sont très grands, hein. Donc là on peut voir derrière moi, là on a des épis qui sortent du filet. Et là ils sont à peu près à 2 mètres, hein. La pointe de l'épi est à 2 mètres. Donc on voit que ça pousse bien. On voit que les épis sont beaux. Et on voit que quand même on a certaines variétés qui sont plus sensibles que d'autres aux maladies. Donc là-dessus on a notamment de la rouille. Donc elle a été très tôt attaquée par la rouille. Cette variété-là, bon, à voir, hein, à voir quand même ce que ça donne derrière, hein. On a ici des feuilles encore vertes, mais bon, je pense que cette variété-là sera quand même éliminée. Et puis on a des variétés quand même qui sont très saines. Donc là, vraiment, c'est une variété globalement très très saine. Voilà, ici, ça reste correct. Voilà, c'est normal, hein, que les feuilles du bas de toute façon jaunissent, hein, ça c'est normal, surtout sur des blés qui atteignent 2 mètres, hein, les feuilles du bas ne servent plus à rien. Donc là, pareil, on a des variétés plus ou moins saines. Et puis on verra en fait, hein, c'est vraiment le remplissage du grain, moi, qui m'intéresse de voir. Et moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est si ces blés vont verser ou non. Pour l'instant, aucun blé n'a versé, donc c'est intéressant pour l'instant. Ça, c'est le problème que j'avais avec les blés anciens, c'est qu'ils versaient. Donc là, cette année, j'ai sélectionné 8 variétés qui étaient réputées pour être plutôt inversables, comme on dit, qui n'avaient pas tendance à verser facilement. Puisque dans la vidéo sur le blé que je vous avais fait, c'était du blé plutôt moderne, hein, puisque justement j'ai toujours eu des problèmes avec les blés anciens qui versaient. Et voilà, là vraiment c'est un petit peu ma dernière carte, hein. J'ai mis les 8 variétés les plus réputées pour ne pas verser. Et s'il y en a une qui ne verse pas cette année, eh bien je l'utiliserai, hein, pour la culture du blé à petite échelle. Donc ça c'est à suivre. Et également une chose, hein, on voit que ça a été semé en ligne. Donc ça c'est ce qu'on appelle un blé biné, hein. Donc je suis passé 2 fois, une fois en décembre et une fois en février je crois, biné, ce qui fait que les champs sont très très propres. Et puis en plus si vous rajoutez des pailles qui montent à 1,50 m voire 2 mètres, et bien du coup le sol là ne voit plus la lumière, donc on ne peut pas avoir de développement de mauvaises herbes. Et donc après la récolte, vous récupérez un champ qui est très très propre. Et ça c'est aussi un des avantages de ces blés anciens, hein, de ces blés très hauts, qui avec 2 binages, voire même un seul binage,
reste très propre. Et ce semis en ligne, il a également un gros avantage par rapport à la prédation des moineaux. Ça m'oblige à tirer les sillons, semer dans le fond du sillon et recouvrir de terre, ce qui fait qu'on a 0 graine en surface. Et ça fait que les moineaux derrière ne viennent pas se fixer sur la parcelle parce que dès que vous avez laissé quelques grains de blé en surface avec un semis à la volée, les moineaux, au mois d'octobre, ils commencent à manger ces grains-là, et puis là, d'un coup, ils se rendent compte qu'il y a du grain qui est enterré, et puis hop, ils vont vous les sortir un par un. C'est ce qui s'est passé il y a 2 ans. Et l'avantage, c'est que si vous faites un semis vraiment très propre et qu'il n'y a pas un grain qui traîne par terre, eh bien, les moineaux ne savent pas qu'il y a du blé au sol. Et puis derrière, par exemple, cette petite parcelle-là qui n'était pas protégée au moment de la levée, eh bien, ils ne sont pas venus la manger. Donc si je veux renouveler la culture du blé à petite échelle, il faut impérativement que je passe sur une technique de blé biné, voilà, semé au fond d'un sillon, espacé d'à peu près 20-25 cm chaque ligne. Et derrière, ça se passe plutôt bien. Le problème, c'est que certes, le blé biné, ça évite la prédation des moineaux au moment du semis, mais ça n'évitera pas la prédation des moineaux juste avant la récolte. Donc on essaiera quand même une année, voir ce qu'on récolte, voir si peut-être j'ai la possibilité de tirer un filet sur une petite parcelle, ne serait-ce que faire 100 mètres carrés. Bon, c'est possible de protéger 100 mètres carrés, c'est faisable. Donc là on arrive, vous voyez, dans le bas de la parcelle et on a des endroits comme ça où on a des manques à cause des limaces. Peut-être aussi des endroits où justement j'ai creusé un tout petit peu trop profond avec ma houe. Et justement, les semences étaient peut-être trop profondément enfouies et puis elles ont pourri en terre, elles n'ont pas levé. Voilà, on a différents phénomènes qui se sont passés, comme je vous ai dit. Et normalement, on devrait avoir un grain tous les 6-7 cm. Et là, on voit qu'en gros, on n'a que la moitié de la densité. Donc ça, c'est pas génial parce qu'on va avoir des endroits comme ici où le sol va voir le soleil. Et ça, j'aime pas trop. Mais bon, voilà, c'est une année un peu particulière. Donc là, on est dans le bas de la parcelle avec le maïs et on voit d'ailleurs qu'un pigeon est venu très certainement hier. Donc vous voyez, là, il tire sur les épis en fait. D'ailleurs, on voit le feuillage, il s'y est repris à plusieurs fois, il a des coups de bec. Il a tiré le truc. D'ailleurs, le maïs est resté accroché là avec sa racine un peu pivotante. Voilà. Et de toute façon, il n'y avait absolument rien à manger. Ce qui intéresse l'oiseau, c'est d'essayer de voir s'il y a quelque chose à manger là dans le grain. Mais là, c'est terminé. Les grains sont complètement vidés. C'est pourquoi on a de moins en moins de maïs qui sont tirés là depuis quelques jours. Mais on peut voir qu'à certains endroits, là par exemple, ça c'est un maïs qui a été tiré. Là par exemple, on en a un qui a été tiré. Voilà, un qui a été tiré ici. Voilà. Et donc on a perdu en densité ici dans ce bas de parcelle qui en plus, comme je vous dis, est très ombragé. Là on le voit d'ailleurs. Et donc ça pousse pas vite, et donc moins ça pousse vite, plus c'est sensible aux prédateurs, puisque ça reste très longtemps petit. Et tant que la plante reste petite, elle est sensible aux limaces, aux pigeons, etc. Donc on aura pareil ici quelques trouées. Par exemple là, on n'a pas de maïs, donc ça m'embête un peu. Le sol va voir le soleil. Alors ici, on a une telle trouée que je vais ressemer quelque chose. Pas forcément du maïs, là c'est trop tard. Mais je vais semer un couvre-sol. Voilà, je vais voir ce que je vais mettre pour couvrir le sol. Mais je vais attendre qu'ils annoncent des pluies. Parce que également, comme vous pouvez le voir, il y a des sprinklers qui ont été installés. Et ce matin, j'ai mis un petit coup là. Parce que contrairement à une grande partie de la France, ici on n'a pas eu beaucoup d'eau. Justement, là on a fini les foins en fait il y a 2 jours. Les foins sont faits, le foin est rentré. Ça s'est vraiment très bien passé pour le foin, puisque on le voit encore là, on a les vents du nord-est qui nous dessèchent tout. Et on a des journées plutôt quand même ensoleillées. Et en fait, le truc, c'est que je pourrais ne pas irriguer parce qu'on a encore de la fraîcheur dans le sol. Le maïs, vous avez vu, il fait des racines quand même qui descendent et qui vont chercher cette fraîcheur. Mais comme on a eu quand même beaucoup de problèmes avec le froid, les limaces, les semis trop profonds, les pigeons, etc., j'aimerais quand même que le peu de maïs là qui reste pousse un petit peu vite, justement pour quitter ce stade là sensible aux pigeons. Donc je l'aide un petit peu en arrosant parce que, encore une fois, j'ai mis l'intégralité de ma semence là en terre. Je n'ai plus de réserve pour cette variété là. Donc je veux quand même donner un coup de boost. Je veux avoir un maximum
de pieds pour avoir un maximum d'épis, pour avoir un maximum de récolte déjà et pouvoir refaire de la belle semence l'année prochaine. Donc je mets un petit coup de flotte. Ça aide également les haricots, ça aide un petit peu les betteraves. Donc comme je vous avais dit l'année dernière, j'ai mis un petit réseau de sprinklers. Et voilà, j'aide, mais encore une fois, j'essaye de ne pas trop aider non plus parce que mon objectif, ça reste de faire du maïs sans irrigation, sauf lorsqu'il y a des gros problèmes comme l'année dernière, éventuellement irriguer un petit peu. Mais on est quand même en Bretagne, hein, on arrive à faire du maïs la majorité du temps sans irrigation. Mais voilà, c'était le petit coup de boost parce qu'il y a eu tellement de problèmes que ce dernier problème qui s'ajoute en fait, hein, c'est-à-dire qu'on est passé d'une période froide et un petit peu humide, un temps à limaces, et on est passé d'un coup d'un seul à vent du nord-est, 40 km/h toute la journée depuis plus d'une semaine. C'était génial pour faire les foins, mais par contre ça dessèche tout. Et pareil, ça pourrait ralentir la pousse de tout ce petit monde. Donc un petit coup de flotte, ça fait du bien. Alors l'espèce de sachet plastique là, qui vole au vent, hein, c'était pour essayer de faire fuir les pigeons, mais ils n'en ont absolument rien à cirer. Alors ici on a un essai de lupin. Donc c'est la première année que je fais ce truc-là. Ça a été semé, je vous l'écrirai fin février, début mars, je ne sais plus exactement. Bon, c'est une culture un petit peu bizarre. On a des pieds qui vraiment se développent très bien. Et on peut avoir des pieds juste à côté qui restent un peu chétifs. Alors bon, je ne sais pas hein, si c'est une culture qui est vraiment adaptée à mon terroir. C'est quand même plutôt une plante pour les sols sableux, plutôt des sols pauvres. Et quand on voit qu'un blé comme ça peut faire 2 mètres de haut, c'est pas vraiment un sol pauvre ici. Voilà, donc je ne sais pas si j'en recultiverai, surtout que c'était un essai pour voir si derrière j'arrive à valoriser le lupin. Donc c'est plutôt un lupin doux, hein. Voir si j'arrive à valoriser ça chez les poules. Je voulais voir en fait si elles peuvent manger ça un petit peu, hein, en petite quantité. C'est pas un truc dont il faut abuser. Donc ça c'est une parcelle d'essai. Donc pareil, hein, ça a été biné, c'est relativement propre entre les rangs. Et maintenant ça couvre le sol. Donc là on voit les fleurs. Bon, donc je n'ai rien d'autre à dire pour l'instant puisque c'est une culture que je découvre. Et puis ici c'est une petite pépinière d'arbres. Donc ça c'est autre chose. Alors voilà pour le petit tour du jardin. Donc c'est toujours intéressant de voir les évolutions. Je vous referai dans quelques semaines une vidéo, voir comment ça a poussé. Et puis c'est marrant de comparer en fonction des années. En fait, hein, l'année dernière, on avait semé au 20 avril. Et je crois même que j'aurais pu semer le 10 avril l'année dernière. Et on avait beaucoup de chaleur à ce moment-là. Bon, après on n'a pas eu d'eau, donc ça s'est traduit par d'autres problèmes. Hein, notamment, on l'avait vu avec les haricots qui avaient séché sur pied. Et puis cette année, voilà, j'ai semé le 1er mai et en fait au 1er mai c'était encore trop frais et ça a du mal à pousser. Donc on voit bien que les années se suivent mais ne se ressemblent pas et je vous dis à la prochaine.